Le sujet du jour, je vous le disais tantôt, aujourd'hui je reçois M. Piga Souleymane Yamewo, qui est le coordinateur national de l'association Perform et aussi membre du mouvement Le Ballet Citoyen. Bienvenue, M. Yamewo. Oui, merci mon frère Modeste. C'est vrai que vous êtes un habitué de ce plateau, Évidemment. mais cela fait un bout de temps que vous n'étiez pas au pays. Je le disais tantôt, vous venez d'arriver. Justement, la première question, c'est de savoir pourquoi cette disparition. Vous avez été au premier rang de cette lutte anti-modification de l'article 37 qui a conduit à à l'insurrection des 30 et 31. Mais depuis lors, vous vous êtes retranché du côté de la Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé entre-temps? Ok, donc je tiens déjà à rassurer tout le monde que je ne suis pas allé donc demander la nationalité donc, auprès des Ivoiriens. Non, c'est vrai que mon actualité a été un peu mitigée juste après l'insurrection parce que je suis tombé malade. Et donc j'ai été pendant près de 5 à 6 mois alité, donc ce qui n'a pas été facile. Donc ce qui m'a éloigné un peu de la résistance pendant près de 5 mois. Et après, donc, il fallait que je me repose un peu parce que j'étais très épuisé. Donc, j'ai été du côté d'Abidjan, au côté de la famille. Question de me reposer parce que, quoi qu'on dise, j'ai encore du temps, 12 mois pour vraiment me reposer, de récupérer la santé à 100%. Donc, c'est ce qui m'a amené à Abidjan. Et donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et donc, j'ai commencé justement à mener un certain nombre d'activités du côté d'Abidjan. Notamment du côté de l'université de Cocody où je donne des conférences aux étudiants et des formations en gestion de stress et en éloquence et on essaie de participer au combat panafricain. Alors, c'est vrai, vous le dites parce qu'effectivement, depuis lors, vous n'étiez pas là. Pourtant, on se rappelle encore de la première fois que le Burkinabé, le 1er novembre, du côté de la place de la Révolution, voyait Zida, Yacouba, Isaac. La première fois que les Burkinabés le voyaient, il venait de rentrer dans sa nouvelle peau, justement, qui va désormais diriger le pays. Vous étiez juste derrière lui. Et après, vous avez disparu. Est-ce que c'était beaucoup de questions, hein? Beaucoup de choses se sont dites autour. Est-ce que le ballet citoyen, il y a eu quelque chose? Vous avez disparu? C'était une démission? Que s'est-il passé? Et justement, là, nous avons la réponse. Mais après un recul, après tout ce temps qui s'est passé, aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez le changement qui a eu lieu? Oui, c'est vrai que j'ai suivi une bonne partie de ce qui s'est passé donc à partir d'Abidjan et aussi sur la toile et les camarades qui continuaient de partager le message. Et c'est vrai que positivement, on a apprécié un certain nombre de faits parce qu'il ne faut pas oublier justement, parce qu'aujourd'hui, quand on analyse un peu la situation politique, on arrive à oublier l'apport que les OSC ont apporté justement à ce pays. Parce qu'il faut remarquer que c'est grâce justement au travail des OSC en collaboration avec les partis politiques qu'on a réussi à avoir cette alternance donc le 30 et 31 octobre 2014. Il ne faut pas l'oublier, quelle que soit la situation qu'on vivra aujourd'hui. Et ensuite, il ne faut pas oublier également que c'est parce qu'il y a les OSC qui se sont coalisés encore avec l'opposition qu'on a réussi à faire en sorte que le RSP n'a pas réussi son coup d'État le plus qui ne devait pas être fait justement dans ce pays donc en septembre. Donc je pense que ce sont des acquis qu'il faut mettre au profit des OSC et qu'il faut encourager justement. Mais c'est clair que quand on observe aujourd'hui, avec les réactions sur la toile, les réactions sur le terrain et les attentes des populations, on se rend compte qu'il y a une forme d'improvisation au niveau de la gestion donc de ce pays-là. Il y a une forme d'improvisation qui fait que justement, il y a que juste après le premier, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, et les gens ne le disent souvent pas, mais on fait un procès aux OSC comme quoi ils ont mis à la tête d'un pays Zida, comme si tout le monde connaissait Zida. Et je dis que le 31 octobre, nous étions là, et nous avons suivi les choses. Je vous dis que lorsque Zida sortait du camp pour venir pour la première fois donner le message que l'armée prendra ses responsabilités. C'est cela. Le peuple... Nous étions juste à côté. Oui. Nous voyons la foule. Tout le monde criait l'armée au pouvoir, tout le monde criait Lougué. Lougué. Beaucoup de gens pensaient que c'était Lougué. Et c'est ce qu'on ne dit pas aux gens. On ne savait même pas qui était Zida. J'étais arrêté à côté d'un monsieur, en treillis. Loada était juste à côté. Et il a donné son discours. Je lui ai dit, il n'a qu'à dire son nom parce qu'on ne sait pas qui il est. Donc nous ne savions pas qui il était. Donc c'est pour dire aujourd'hui qu'on fait un procès aux gens sur la base du fait qu'on a mis à la place Zida, qui était le numéro 2 du RSP, qui a participé à un certain nombre de choses. J'aimerais que honnêtement, les gens me disent qui connaissait Zida avant le 1er novembre 2000 et avant le 31 octobre 2014. Donc je vais dire qu'aujourd'hui, on fait un faux procès justement aux OSC et une catégorie de la société civile. Un autre élément qui est également important, c'est aujourd'hui de voir à quel point la société civile et les partis politiques ont travaillé par les divisions à nous fragiliser. Vous vous imaginez qu'il y a eu une forte coalition qui a permis justement de renverser Blaise et son système.
Dès le 1er novembre, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à se tirer dans les pattes. Oh, il y avait une coalition. Vous remarquez, il y avait une coalition OAC partis politiques qui ont été très puissants, qui ont travaillé à renverser le système de Blaise. Et ce qui est intéressant, et c'est une très belle image, lorsqu'on quittait l'état-major et qu'il y avait le mouvement qui se faisait vers la place de la Révolution, oui, c'était des civils. Les civils en t-shirt qui ont fait un cordon autour des RSP pour assurer leur sécurité dans la foule. J'étais juste en face. Il y avait mon camarade Zinaba qui était devant avec un autre RSP qui frayait le chemin et on faisait la procession jusqu'à la plage. Vous vous imaginez que le 31 octobre déjà, les civils étaient tellement puissants, les OAC, qu'on assurait la sécurité des RSP à l'intérieur de la foule. Alors, de cette puissance, on va peut-être en parler. Mais avant cela, aujourd'hui, on accuse justement les OAC d'être responsables de ce choix-là. Oui. Yacouba Isaac Zida pour le pays. Oui, c'est pour dire aussi également que ça, c'est des choses. Parce qu'entre 11 h où Blaise est parti le 31 octobre, jusqu'à 4 h du matin, on n'a pas eu un président il n'y a pas eu de président. Donc ça veut dire que personne ne s'est proposé également. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on assume la responsabilité. Moi je dis le problème c'est pas que Zida se soit présenté pour devenir président de la République dès le premier. Ma question pour moi c'est comment est-ce que les gens réagissent juste après ça. Parce que je me rappelle que lorsque nous quittions le camp et qu'on rentrait chez nous carrément vers 2 h, 3 h du matin, on rencontrait les RSP. Quand nous sommes arrivés au niveau de Charles de Gaulle, nous avons rencontré un groupe de CRS, ils étaient en nombre. Oui. Ils nous ont dit mais finalement qui est le président? On a dit, ah, les gars disent qu'ils vont proclamer vers 4 h du matin. Il dit, ah, il faut faire vite parce que nous, on est fatigués. Vous voyez, déjà, on était lassés de ne pas pouvoir avoir quelqu'un qui va diriger notre pays pendant plus de 10 heures, alors que nous Blaise était parti depuis vers 11 h midi. Et vous vous rappelez, vous vous rendez compte à quel point c'était pas facile. Juste après, quand on a voulu un président pour notre pays, il a fallu près de 112 heures pour trouver quelqu'un à proposer pour qu'on puisse diriger ce pays-là. Donc, je pense qu'il y a un procès de tension qu'on fait. Parce qu'il y a eu le recul. Parce que vous voyez, quand on prend les faits de l'histoire, la distance entre l'observateur et le fait observé joue beaucoup sur l'appréciation. Absolument. Cette distance peut être une distance temporelle ou c'est une distance spatiale. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui se retrouve à la maison devant un écran, ou bien qui se trouve à la queue au niveau de ministère, ou bien qui est au niveau de la place de la Révolution ou à l'intérieur du camp, sa manière d'apprécier le fait n'est pas pareille que celui qui est à l'intérieur. Également, un fait qui se fait aujourd'hui, la manière de l'apprécier dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ce n'est pas pareil parce que les choses sont froides et il y a plus de formation qu'on dispose. Donc pendant que l'histoire s'écrit, il faut prendre des décisions en même temps. Et il peut arriver, on peut se dire, ok, on est arrivé dans une situation, il fallait prendre une décision parce qu'il y avait un vide, il n'y avait personne à la tête de l'État, Zida a pris le pouvoir. Ok. Dès le lendemain, il n'y a pas eu de rencontre. Pour tout ce qu'on faisait comme transformation, COC, OSC, parti politique, on se retrouvait, on discutait des mesures à prendre. Mais dès le premier, il n'y a pas eu cette rencontre. Vous imaginez si dès le premier on se retrouvait au niveau de CFOP comme on le faisait, ou dans un endroit, OSC, parti politique, et qu'on disait, bon voilà ce qui s'est passé la veille, sous la pression, sous le feu de l'action et de la passion. Aujourd'hui, nous avons Zida qui est au pouvoir. Qu'est-ce que nous décidons pour la suite? On aurait pu décider OSC, parti politique, et on aurait pris des décisions en ce moment qui auraient pu avoir un impact positif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès le premier au matin, on se retrouve sur la place de la Révolution avec une partie des partis politiques, une partie des OSC qui commencent à revendiquer le départ comment il s'appelle, de Zida, oui. Et on crée une cacophonie. Après, il y a un groupe qui va au niveau de la télévision, on a commencé à créer un désordre, on a commencé à se tirer dans les pattes dès le 1er novembre déjà. Et c'est ce qui justement a contribué à fragiliser les OSC. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation d'improvisation qui ne dit pas son nom et c'est pas intéressant. Alors effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation, vous parliez tantôt de la force de la société civile. La société civile, on le sait, c'est l'ensemble de la composante des organisations, des OSC, comme on le dit, les organisations de la société civile. Et la société civile elle-même est une composante de l'État, c'est-à-dire que c'est une force avec laquelle l'État fonctionne. Aujourd'hui, quel est l'état de lieu? Quand vous regardez le fonctionnement des organisations de la société civile ou encore ce qui reste de nos OSC, quel regard est-ce que vous avez? Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai fait un tour à Bobo, après je suis allé à Koudougou, je suis revenu à Ouaga, je suis allé dans les grains, j'ai essayé de discuter avec les jeunes. Il y a de la déception. Aujourd'hui, la jeunesse est déçue parce qu'il y a des attentes qui ne sont pas prises en compte par les OSC. On estime que depuis que le pouvoir, donc il y a eu les élections, il n'y a pas eu de mouvement parce qu'il y a des faits, il y a le blanchiment, on a vu le blanchiment des capitaux, les 86 milliards. Absolument. On a eu, après la question des Kolowego, qui est une question qui passionne en ce moment, on reviendra là-dessus, je l'espère. Donc il y a eu un ensemble de dérives dans ce nouveau gouvernement. Et il n'y a pas une réaction des OSC à travers des mobilisations. Alors que il y a un discours au niveau des OSC qui est de dire que bon, il faut que nous prenions le temps d'analyser, il faut que nous essayons de bien observer pour ne pas prendre des décisions. On donne un temps de grâce à ce nouveau pouvoir alors que la transition n'a pas eu ce temps de grâce. Donc ce sont des questions, ce sont des arguments qui se tiennent. Et je dis aussi mais le problème c'est que nous sommes dans une situation de cercle vicieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que les responsables des OSC ont pris de l'argent.
Absolument, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel peut-être on va parce que les gars le disent. revenir. Donc, il y a un travail de discrédit qui est jeté sur les OSC. Parce qu'il y a une chose qui est là. L'esprit de l'OSC, c'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que les OSC participent justement du renforcement de la démocratie. Ils sont un contre-pouvoir. Ils sont un contre-pouvoir puissant. Et nous l'avons montré dans notre pays que nous avons besoin des OSC pour changer, transformer les choses. Mais s'il arrive que dans les OSC, il y a des entités où le mode de fonctionnement des OSC ne participe plus à renforcer la démocratie, il faut attaquer ces individus ou le mode de fonctionnement des OSC et non pas l'esprit des OSC aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on constate? À travers un ensemble de discrédits qui est jeté sur certains responsables des OSC, et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble. On dit voilà, et certaines OSC, on ne cite pas les OSC. Oui. Certains leaders d'OSC, mais on ne cite pas les leaders d'OSC. Et à partir de ce moment, on jette un discrédit sur les OSC et sur certains leaders des OSC. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les OSC ayant été discrédités ou en phase d'être discrédités, n'ont plus cette envie de prendre le risque de tenter de mobiliser pour réagir à des situations d'improvisation, de mauvaise gestion de ce pays. Et qu'est-ce qui se passe? On réagit, on se dit, mais les gars ne réagissent pas. Mais pendant que toi, tu es assis chez toi, et que tu discrédites l'OSC qui est censé lutter pour toi, il n'a plus le courage d'aller sur le terrain pour mobiliser, pour lutter pour toi. Donc il y a un cercle vicieux dans lequel nous sommes. On travaille à discréditer les OSC, alors que les OSC, on doit les renforcer pour participer justement à améliorer nos conditions de vie. Donc ce que j'ai dit lorsque j'étais à la Padoa pour un débat avec les étudiants qui se plaignaient, je leur ai dit, vous savez, vous connaissez tous Hervé Ouattara, vous connaissez tous Smoke, Maître Kam, Samska, vous les connaissez tous, vos leaders d'OSC. Ils sont passés dans vos lycées. Que cela. Ouais, pour ne citer que cela. Ils sont passés vous voir dans les lycées pour vous mobiliser dans vos universités, dans vos cités. Aujourd'hui, vous apprenez que certains ont pris de l'argent. Mais accostez-les. Mobilisez-vous, vous êtes assis chez vous, vous ne dites rien. Mobilisez-vous à 100, 50, voyez les journalistes, allez-y demander une audience avec le porte-parole du mouvement Les Balais Citoyens, avec les responsables du CA, les responsables des structures des OSC, demandez-leur. Nous sommes sortis pour militer, pour résister avec vous. Voilà ce qui se raconte, qu'est-ce que vous dites? Donc, le sentiment de rendre compte. Il faut que parce qu'il faut aussi qu'au niveau des OSC, on les amène à rendre compte, ce n'est pas seulement au niveau de l'État. Mais il faut que vous accostez vos leaders des OSC, demandez-leur de rendre compte pour que vous fassiez votre propre opinion sur la vérité des faits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ambiance sur la toile, c'est une ambiance de désordre qui est en train d'être créée dans ce pays-là. Je me demande, est-ce que ce n'est pas à dessein? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus orienté sur les vrais problèmes de développement de ce pays-là. Il y a d'un côté les Kolowego qui défraient la chronique et on ne se pose plus des questions sur les questions qui avaient été ouvertes pendant la transition, les questions de Norbert Zongo, les questions de Thomas Sankara, les questions de l'audit même de la gestion de l'État, de la transition. Il y a un certain nombre de choses qui sont importantes sur lesquelles on ne parle plus parce que tout simplement, on nous a orienté sur certaines personnes qui ont pris. On ne dit même pas, on dit non, il y a une liste qui va bientôt sortir, il y aura le nom de certaines personnes des OSC. Vous voyez, on est en train d'entretenir un flou, un discrédit qu'on jette sur ceux qui sont censés sortir pour faire le terrain, pour faire le travail de terrain, pour justement transformer les choses. Donc, alors, est-ce que justement ces leaders d'OSC, ou en tout cas les OSC elles-mêmes, elles-mêmes n'ont pas participé à tirer cette balle sur les pieds? Parce qu'on se rappelle aussi qu'au début, on disait que certains leaders, ou en tout cas certaines OSC, étaient fabriqués par des partis politiques de l'opposition ou du pouvoir. Donc peut-être que ce n'est que la résultante de ce qu'on disait au début. Et c'est pour ça que j'ai dit que, par exemple, la question que vous posez porte en elle-même le problème. Certaines OSC ont été fabriquées par le pouvoir. Quelle OSC a été fabriquée par qui? Vous voyez, si vous me dites que l'OSC X a été fabriquée par tel, nous on sait, avec les éléments, le débat est clos. On l'exclut et puis on se concentre sur les OSC qui sont crédibles pour le peuple. Mais quand on entretient ce flou, certaines OSC ont été fabriquées par le pouvoir, on ne sait plus si c'est le Balai Citoyen, si c'est le CA, si c'est la Ligue des Jeunes, si c'est etc. On ne sait plus. Donc on crée un flou et finalement le paysan qui était motivé parce qu'il voyait des leaders qui faisaient le travail, les jeunes dans les lycées qui étaient motivés, qui n'ont pas accès, ils se disent que si mon frère Modeste, qui est journaliste, dit certaines OSC ont été fabriquées, certainement que c'est vrai. Et comme il n'a pas dit le nom de quelle OSC l'a fait, je suppose que c'est toutes les OSC, ou bien je suis suspicieux vis-à-vis de toutes les OSC. Donc on crée cette ambiance de désordre, de discrédit qui est jeté sur toutes les OSC, alors que je dis, celui qui a une information, qu'une OSC a été fabriquée par un système, qui a une information, qu'un leader d'OSC a pris de l'argent avec qui que ce soit, qu'il l'envoie, qu'il le dise avec les éléments à l'appui, on l'écarte de la dynamique pour que le système OSC, qui est un contre-pouvoir puissant, continue de travailler. Mais si on reste dans ce flou, en train d'empoisonner, on crée ce discrédit. C'est pour cela, si vous remarquez, je ne réagissais pas. Lorsqu'on me parlait de certaines OSC qui ont pris, moi je me rappelle que quand j'étais à Abidjan, il y a un jeune qui m'a approché, qui m'a dit, tu sais Soul, j'ai plein d'informations. Je peux te dire qui a pris de l'argent et tout, ils ont pris beaucoup d'argent dans le système, dans votre mouvement, ils ont pris. J'ai dit, ah bon, ouais. Eh bien, ouais.
Et parce que tu sais, Smoke, c'est un grand frère. Samska, c'est un grand frère. On a grandi ensemble presque avant de créer le mouvement. Aujourd'hui, si tu as des preuves objectives qu'ils ont pris, envoie-les-moi. Je vais attraper Smoke. Je lui dis, voilà ce que j'ai, tu as pris. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Maintenant que tu avais me dire, que tu entendais dire qu'il a pris, tu penses que sur la base de ce que toi tu as dit, moi j'aurais plus confiance en toi qu'en Smoke. Donc, je vais dire, moi je ne me laisse pas prendre au piège de cette tentative d'empoisonnement. Mais tout le monde n'a pas la même manière de réagir. Donc, je dis aujourd'hui, si une personne vient vous nous dire qu'il y a ce flou, imposons-lui de nous dire avec des preuves à l'appui qui a pris quoi. Parce que moi, ça me plairait bien de savoir que je travaille avec des gens qui ont certainement pris de l'argent sans que je sache. Vous voyez? Donc, je vais dire, c'est comme ça qu'on permettra d'enlever dans les OSC toutes ces personnes qui ne font pas l'intérêt des OSC pour qu'on puisse se concentrer sur les gens sincères au niveau des OSC qui sont préoccupés par transformer leur pays et qui malheureusement sont mis dans le même moule que certaines brebis galeuses qui peuvent exister mais qui ne sont pas, qui font pas l'unanimité dans le mouvement. Justement, peut-être juste un mot sur, avant de continuer sur l'état de santé du ballet citoyen aujourd'hui. Comment il se porte? Oui, le ballet citoyen se porte bien. Je dis se porte bien parce que il est en train de justement de mettre en place un ensemble de structurations. Quand vous remarquez bien sur la toile, on est toujours en train de mettre les clubs cibales dans les différents quartiers. Oui. Et le ballet citoyen, comme tout mouvement, on a fait dernièrement une assemblée générale, une retraite stratégique pour repenser les objectifs du mouvement et tout. Et je trouve que, bon voilà, comme tout mouvement qui se construit, il y a des moments où on est sur on est en lumière, où on prend des actions. Il y a des moments également de rétrospection. Et je me dis que le mouvement, le ballet citoyen est en train de se construire. Et aussi quand même reconnaître avec tout ce bruit autour. Justement, parce que n'oubliez pas que de mésentente, oui, mais c'est normal, parce X ou Y a pris avec X ou Y, oui, ainsi de suite, beaucoup de choses. Non, dans tout système, c'est cela. C'est-à-dire que dans tout système, il y a généralement il faut qu'il y ait des formes de contradictions internes qui participent souvent à faire grandir les structures. Mais toujours est-il, et c'est ce que je dis toujours, moi je ne suis pas là pour défendre un mouvement ou défendre une personne. Je suis là pour défendre un idéal. Et moi, je veux que justement on me donne les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier les choses dans sa globalité. Alors, aujourd'hui, avec toute cette actualité, en tout cas, on a comme l'impression que le mouvement, la société civile est un petit peu empoisonnée, et les jeunes sont en retrait, les jeunes ne sont plus actifs, en tout cas, ils sont plutôt observateurs. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette ferveur a baissé, et puis, bon, chacun regarde, on ne sait même pas qui, donc chacun est... C'est vrai. Statique. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Oui, parce que moi, mon inquiétude, c'est que si la jeunesse atteint un seuil de démotivation très profond, on risque de ne pas pouvoir la mobiliser également pour des luttes. Il faudra peut-être attendre une autre génération, pour pouvoir amener justement la population à réagir. Parce que il y a des gens qui avaient des attentes quand ils militaient. Et ces attentes, justement, n'ont pas été prises en compte ou ont été prises en compte à moitié. Et aujourd'hui, les gens se replient sur eux-mêmes pour pleurnicher, comme on le dit. Quand vous partez aujourd'hui, c'est assez bizarre quand même. Quand vous allez dans les services, dans les ghettos, dans les grains, chacun se plaît à son niveau. Chacun est déçu. Chacun est déçu de la gestion donc, du pouvoir, de la gestion des OSC. En fait, ils en veulent à tout le monde de n'avoir pas fait son travail. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que pour un peuple, pour une jeunesse qui a réussi à montrer qu'on peut chasser Blaise Compaoré, on peut faire partie de RSP, c'est assez dommage quand même qu'on se replie en train de pleurnicher, en train de se plaindre. C'est parce que justement, on a travaillé à discréditer nous-mêmes nos OSC. Absolument. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à les motiver à sortir, mobiliser en notre nom. Et ça, c'est dommage. Donc, je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on ait une autre approche, une autre manière de penser. Il faut qu'on soit des gens honnêtes et sincères parce qu'on se bat pour une cause. Pendant la résistance, et je le disais, j'étais à Bobo et j'ai discuté avec un ami qui m'a dit, tu sais, Soul, moi je suis déçu, je ne me bats plus. Tu sais, si tu es malin, il faut commencer à chercher de l'argent maintenant parce que lui, c'est de l'argent. Parce que lui, il a lutté avec les gens ont pris de l'argent, ils ne l'ont rien donné. Et je lui ai dit, si toi tu me dis que tu luttais pour de l'argent, c'est que toi tu m'as trahi. Parce qu'au moment où on faisait la résistance à Bobo, tu m'avais dit que tu te battais pour les intérêts du peuple. Tu m'avais dit que tu voulais qu'on change les conditions de vie des populations, qu'on puisse avoir l'alternance et que l'article 37 ne soit pas modifié. Je pense que l'article 37 n'a pas été modifié, vrai ou pas? Il dit oui. Je pense qu'on a réussi à faire en sorte que le respect disparaisse. Je pense que pour notre premier objectif intermédiaire, on l'a atteint. Mais si par contre tu m'avais dit dès le départ quand on luttait, que tu luttais parce que tu voulais avoir de l'argent ou d'une moto, je t'aurais dit comment il faut lutter et avec qui il faut lutter. Donc je vais dire que, en fait, même des gens, les résistants, souvent il me dit il y a certains résistants qui ne sont même pas à la hauteur de la résistance. Parce que beaucoup sont partis parce qu'ils allaient pour que s'il y a changement, ils puissent profiter. Et ils ont fait croire profiter. On a ce sentiment que beaucoup de leaders, quand je vois un leader de la société civile aujourd'hui, ou des jeunes qui militaient dans la société civile, qui disent qu'ils sont déçus
parce qu'ils n'ont rien eu, je dis que eux, ce n'étaient pas des résistants et qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la résistance. Parce que je ne pense pas qu'en sortant, pour résister, nous partions parce qu'on voulait avoir des dividendes. Et quand je vois des gens qui, à la fin, essaient de faire le point de leur contribution à l'insurrection, il y avait même un débat sur la toile de vrais insurgés, de faux insurgés. Oui. Et lorsque quelqu'un fait le point de sa contribution, donc de ses acquis, c'est qu'il veut le monnayer contre quelque chose. Soit le monnayer contre une certaine renommée, ou bien le monnayer contre de l'argent. Mais quand un résistant fait ce genre de calcul pour dire je suis le vrai insurgé parce que j'ai fait s'il y a un problème. Parce que je dis que la résistance que nous avons faite, c'est une résistance de service public. Et donc c'est normal que nous le fassions. C'est le contraire qui aurait été problème. Résister pour son pays, c'est un service public qui doit être fait par tout individu conscient. Ce que vous dites est très beau et c'est la vérité pour en tout cas certains. Mais il y a aussi que parmi cela, et on peut aussi le voir, c'est que après la résistance, comme vous l'avez dit, certains roulent en gros cylindrée. Ouais. Certains donc leaders d'OSC. Est-ce que justement ce ne sont pas ces leaders qui se sont déconnectés des jeunes et avec leur organisation en même temps? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que certains estiment que, bon, il n'y a plus raison de lutter si après certains se taillent une grosse part du poisson? Non, mais c'est vrai que lorsqu'on voit des gens qui, on en voit des camarades qui ont des grosses voitures, qui ont des gardes du corps, qui ont ci et qui ont ça, je me dis, moi a priori, je ne peux pas dire que c'est par l'insurrection qu'ils l'ont eu. Ça peut être une coïncidence, comme ça peut être cela. Bien sûr. Ce que je dis, il y a une chose qui est là. Je pense que le CNT a voté la loi sur le délit d'apparence. Absolument. Eh bien, vous voyez quelqu'un jeune qui avait peut-être une moto ou un vélo, il faut qu'on dise aux citoyens que tu as la possibilité de dire, ah, il n'avait pas cela, il a ça, il faut qu'il justifie. Ce sont vos leaders. Je vais dire, moi, mon problème, vous voyez, mon analyse, c'est quoi? C'est que, allons-y au-delà des calomnies. Moi, ça ne m'intéresse pas que le leader roule en cylindrée ou qu'il ne roule pas en cylindrée. Ouais. Parce que je ne suis pas sorti pour ça. Je suis sorti parce que je croyais en des valeurs. Si je voulais prendre, je l'aurais pris depuis, et ça ne me gênerait pas. Mais je dis pour des convictions, pour des convenances personnelles, je ne le fais pas. Donc si quelqu'un, dans ma conception de la résistance, c'est cela, il faut le lui concéder. Maintenant, si quelqu'un se sent mal à l'aise, parce qu'un leader d'OSC, dans sa dynamique, roule en véhicule ou en train ou je ne sais pas quoi, et qui se sent pas bien, vu qu'il y a une loi qui permet de l'interpeller pour qu'il justifie ses biens sur la base du délit d'apparence, mais je pense qu'il faut le faire. Donc je vais dire aujourd'hui, posons-nous les vrais débats. Parce que le débat aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là. Ouais. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas que tel roule en moto, roule en vélo. Je dis le vrai problème, c'est que dans les villages reculés, il y a des questions de développement qui se posent. Il y a des personnes qui ont besoin de sentir que l'insurrection a fait en sorte que les choses changent et que ces conditions de vie s'améliorent. Mais si nous restons en train de nous tirer dans les pattes, si nous restons en train de faire du surplace, nous n'allons pas réussir justement à faire avancer les choses dans ce pays-là. Alors aujourd'hui, quel repère finalement pour les jeunes? Je dis que le vrai repère, c'est la vie de Thomas Sankara. Je dis toujours la vie de Thomas Sankara parce que Thomas Sankara a vécu sur la base de valeurs, sur la base de repères, un idéal Sankara. Il a décidé, il a vécu humblement, il a travaillé. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons l'obligation de faire en sorte que le service privé soit à la hauteur de nos attentes. Le service privé, c'est ce que nous faisons pour nous-mêmes. Les initiatives que nous menons dans notre vie, dans notre environnement, pour réussir ce que nous sommes. Si nous réussissons ce que nous sommes et que nous avons le minimum pour vivre dignement, nous ne sommes pas frustrés lorsque dans le service public, nous n'avons pas une contrepartie financière qui soit à la hauteur de notre résistance. Oui. Mais lorsque nous, au niveau privé, nous paraissons, nous regardons l'autre, nous n'essayons pas de nous battre malgré les adversités, on se retrouve dans une situation où on est misérable, on n'a rien, et on en veut à celui qui a réussi dans la résistance. Donc il faut qu'on fasse la différence entre le service privé, qui est le travail que nous faisons pour notre propre épanouissement, et le service public que nous devons faire sans rien attendre en retour pour le peuple et la population. Et si nous réussissons à mettre ça dans la tête des gens, on pourra avancer. Deuxième élément qui est qu'on construit un pays sur la base de valeurs. Je l'ai toujours dit ici, il faut un système de valeurs, un système de référence qui permet justement aux populations de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Malheureusement aujourd'hui, c'est une improvisation. Aujourd'hui, on n'a pas de référents, de valeurs qui permettent de dire que, en tant que jeune, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je ne dois pas faire. Tom Sankara a dit qu'il faut qu'on soit intègre. Il est mort avec son intégrité. Certains, il y a des îlots, on tente parfois d'exprimer cette intégrité, mais ce n'est pas perceptible à un niveau national. Donc, je pense qu'il faut que dès maintenant, on redéfinisse des valeurs très tôt, qu'on apprenne aux jeunes burkinabés à assumer les choses. C'est-à-dire que si demain... Et ces valeurs, ça peut être quoi?
exemple? Déjà, le sens de la responsabilité, Oui. c'est important. Le sens de la responsabilité, c'est de dire déjà que lorsqu'il y a une situation qui se pose, je cherche à savoir quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe, qu'est-ce que je peux apporter et comment je dois me mettre en mouvement pour transformer les choses. Ça ne sert à rien de rester derrière mon écran, de dire, d'entendre des rumeurs que Smoke a fait ci alors que nous savons où il s'assoit boire ses bières, que Samska a fait et d'empoisonner l'esprit, la conscience collective. Et finalement, nous-mêmes, on s'étonne que personne ne se met en mouvement. C'est trop facile de dire que les OSC ne font pas de mouvement, ne mobilisent plus les gens. Si toi, en salissant les OSC, tu empêches ta maman que tu as pris du temps à convaincre à sortir les 30 et 31 octobre, tu veux qu'elle se mette à sortir aujourd'hui, alors que toi, assis tranquillement, derrière un clavier d'ordinateur ou derrière un écran de télévision, tu as fait en sorte que la société civile ne puisse plus mobiliser. Je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on sorte de ça. C'est des mesquineries, excusez-moi de l'expression. Oui. Ce sont des petites choses qui ne construisent pas un État. Construire un État, c'est de partir sur des choses honnêtes et sincères. Disons-nous la vérité et avançons. Aujourd'hui, prenons un cas simple. Et ça, je vais revenir là-dessus un peu, c'est la question des Kolowego. Oui. C'est une situation où les gens, j'observe un peu, les gens essaient de planer là-dessus, de surfer là-dessus, les gens ils réagissent doucement, c'est mitigé parce qu'on a peur de se faire harakiri quand on va dire qu'on est pro ou on est contre, etc. Moi, j'ai discuté avec les gens qui se disent pro-Kolowego. Ils sont tous pro-Kolowego par dépit. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, comme l'État est défaillant, donc il faut que les gens s'organisent. Oui. Comme l'État ne fait pas ci, comme la police ne fait pas ci, oui. On attrape des gens, on les libère. Donc c'est-à-dire les gens sont Kolowego par dépit. Alors qu'on n'analyse pas l'utilité du Kolowego par rapport à lui-même, par rapport à son rôle dans un État de droit, dans la société, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, comprendre les OSC et les Kolowego, comprendre l'autodéfense et accepter l'autodéfense sont deux pas qu'il ne faut pas commettre. Ce n'est pas pareil. Nous comprenons que parce que dans certains endroits, il y a des situations d'insécurité, parce que nous comprenons que il faut que les populations s'organisent. Nous comprenons pourquoi elles s'organisent. Mais en même temps, nous disons que nous ne pouvons pas accepter que dans un état de droit, que l'autodéfense soit quelque chose qu'on puisse cautionner. Érigé en règle. Érigé en règle. Je dis aujourd'hui, expliquez aux vieux. Je dis, allons-y voir un vieux Kolowego. Demandons-lui, disons-lui simplement. Peut-être que l'esprit qui te motive à créer le Kolowego aujourd'hui est bien. Parce qu'il y a des coupeurs de route, il y a des voleurs. Quelles sont les précautions que tu as mises en place pour éviter que demain, les Kolowego t'échappent? Imaginons aujourd'hui qu'un groupe de jeunes qui réussissent à avoir des mallettes, quelque part, de l'argent, qui sont plus puissants, mieux organisés, peuvent détrôner le vieillard, récupérer le Kolowego et en donner une autre connotation. Et dit, qu'est-ce que toi, en tant que vieillard, tu prévois justement pour empêcher que les Kolowego vous échappent? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Si l'État estime qu'il faut les réorganiser, la question que je me pose, c'est est-ce que les Kolowego doivent être là de manière pendant longtemps? Ou bien c'est de manière temporaire? S'ils sont là pour de manière temporaire, quelles sont les conditions de leur existence temporaire? Et est-ce qu'on prendra des mesures pour qu'on puisse les faire partir après les 2 ans? Ce que je vais dire, moi personnellement, de mon point de vue, je pense qu'il faut sensibiliser d'abord les vieillards pour leur expliquer que les Antilles Balaka en Centrafrique ont été créées sur la base de ça, des paysans qui voulaient assurer leur autodéfense. Par la suite, ils sont devenus une rébellion. Et on a vu comment ils se sont mangés avec la Séléka en Centrafrique. Je vais demander, si on posait la question à ces paysans qui s'organisaient pour assurer la sécurité, s'ils allaient le faire, s'ils savaient que ça allait se transformer en un mouvement chrétien-musulman pour se manger en Centrafrique, je pense qu'ils refuseraient. Donc je vais dire, pour le bien d'aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on sacrifie l'avenir de nos enfants. Si nous ne prenons pas les décisions courageuses aujourd'hui pour empêcher ce qui est en train de se faire aujourd'hui, qui peut être source de désordre dans le futur, je vais dire aujourd'hui, nous allons assumer devant l'histoire le fait de n'avoir pas pris des décisions aujourd'hui pour la stabilité de notre pays. Donc refusons que des mouvements d'autodéfense soient légalisés, même si nous comprenons la légitimité de ces personnes-là. Très bien. Nous allons peut-être terminer, mais chercher à savoir si c'est justement ces valeurs qui vous guident, parce qu'on a comme l'impression que vous êtes reconverti dans les conférences, vous êtes ici, vous discutez avec jeunes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous retirez des mouvements, de l'activisme pour se retrouver sur ce terrain-là, ou bien il y a autre chose qui explique cela? Non, c'est clair que je suis à l'origine panafricain. À l'origine, je fais partie de la génération Cheikh Anta Diop et c'est dans ce cadre justement que j'ai toujours mené mon combat. Donc moi, mon combat, c'est un combat au niveau panafricain parce que ma conviction, tant que nous allons rester dans nos micro-États, c'est clair que nous allons avoir tous ces petits problèmes et il faut qu'on les dépasse. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu à donner des conférences à l'université de Cocody et pour une anecdote, pour montrer un peu comment on a besoin d'aller au contact avec la population. Vous savez, à l'université de Cocody, il y a les bâtiments sont nommés. Vous savez, on nomme les bâtiments des noms des pays. Et il y a eu un bâtiment qui a porté le nom de Burkina Faso. Et il y a eu un jeune qui l'a cassé.
Parce qu'il faut comprendre que malgré tous les noms des pays qui existent, eux, ils seront burkinabés. On va venir afficher le Burkina Faso. Et là, quand j'ai fait une conférence sur l'État en Afrique précoloniale, et j'étais au courant de cela. Et j'ai fait une pause pour parler des royaumes aussi, où j'essaie de montrer un peu cette force de royaume qui, pendant plus de 10 siècles, n'a pas réussi, n'a pas été pénétrée par le christianisme, l'islam et le colon. Et quand j'ai fini, et puis j'ai fait une parenthèse sur la vie de Thomas Sankara et tout, mais les gens étaient tellement motivés, tellement contents, et de voir une autre image du Burkina que, il y a un jeune après qui m'a confié il y a 2 ou 3 jours que celui qui avait cassé, a regretté d'avoir cassé l'écriteau, a regretté de l'avoir fait. C'est pour dire que souvent les gens ne comprennent pas. Il faut que par ce genre de travail, de l'intégration culturelle entre les peuples, on va réussir à assurer une forme de stabilité politique entre les différents pays. Donc c'est pour dire également, pour lancer une brèche, au niveau gouvernement, nous avons une forte communauté de Burkinabés en Côte d'Ivoire qui sont très riches. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une réalité, oui. Mais la contribution de ces Burkinabés au développement de notre pays doit être repensée. Il faut véritablement qu'il y ait une véritable commission parce que ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas avoir un lobby puissant économique en Côte d'Ivoire, non seulement pour peser sur les politiques ivoiriennes, mais également pour faire avancer les choses au Burkina Faso. Il faut qu'on commence à y penser parce que ça fait mal quand tu passes dans les rues d'Abidjan et que tu vois tel immeuble, tel bâtiment, tel point qui appartient à des Burkinabés. Mais tu as tu dis, mais on a tout ça dans ce pays, mais on contrôle ce pays économiquement. On dit le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, alors que plus de 60% des agriculteurs sont des Burkinabés. Donc le succès de la Côte d'Ivoire repose sur les 60% des Burkinabés qui travaillent. Donc il faut qu'on commence à réfléchir parce qu'il y a une contribution très importante qu'elle peut apporter au développement du Burkina. Et de façon générale peut-être sur la diaspora. Sur la diaspora également. Tous ceux qui sont, sont ailleurs. Oui, parce que la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, elle a assimilé la honte. Parce que j'ai dit que lors de la conférence, les gars, ils mettent le nom sur la liste, ils mettent les prénoms. Et ils disent pas qu'ils sont burkinabés. Ils ne sont pas burkinabés. Bon, les Goro, les autres, ils peuvent se cacher. Par exemple, c'est pas que Goro est burkinabé. Mais quand tu finis la conférence, les gars, ils viennent dire, ah, Sambiga, parce qu'il est fier après. Je me dis, non, il faut qu'on fasse un travail parce que justement, les gars se camouflent. Mais il y a un discours aussi, il faut qu'on porte au niveau des Ivoiriens. Les gars me voient et me disent que toi, tu as une tête d'Aïn. Tu vois, tu as une tête d'Ivoirien parce que tu n'as pas une tête de Burkinabé. Je lui dis, c'est pas fou. Mais toi, est-ce que tu sais que tu as une tête de Bobo et une tête de Samo? Parce que donc, justement. Oui, voilà, parce que quand je vois tes mollets et tes pieds qui sont larges, là, tu dois être chameau, quoi. Je chahute un peu les Samo, mes parents en plaisanterie. Il dit, non, vous avez une tête de Bobo et de Samo. C'est pour dire en fait que nous avons une tête d'Africain. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait ce mouvement. Parce que l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'est pas vraie. Nous avons un mouvement des Burkinabés vers la Côte d'Ivoire et des mouvements des diaspos du Burkina, de la Côte d'Ivoire vers le Burkina. Oui. On a un très peu de mouvement des Ivoiriens vers la Côte d'Ivoire. Donc, tant qu'on ne va pas vers le Burkina, tant qu'on ne va pas déconstruire la perception que les Ivoiriens ont du Burkinabé, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gars continuent à penser qu'on n'a pas d'immeuble, on n'a pas de goudron, qu'on vit encore dans les cases. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail de déconstruction qui doit être fait pour que le Burkinabé, qui est en Côte d'Ivoire, d'abord, qui n'est jamais venu, sache que son pays n'est pas tel que, n'est pas l'idée qu'on a. Parce que nos parents quittent le village, ils vont dans un village en Abidjan. Oui. On le voit, on pense que tout le monde est pareil. Dans les cases. Voilà, on ne peut pas imaginer qu'un Burkinabé soit en cravate, costume, bien habillé, que dans les rues, il y a des grosses voitures, des routes. C'est vraiment, souvent c'est ahurissant de voir qu'au XXIe siècle, on continue de penser cela dans la majorité des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il y ait un vrai travail de déconstruction en l'endroit de la Côte d'Ivoire pour mieux intégrer les populations. Merci, M. Amego. Voilà. Merci d'être passé. Et je tiens à remercier tout le monde. Voilà, et puis de dire aussi que je suis là parce qu'il y a la 4e édition du concours des débats et de l'éloquence. C'est vrai. Vous êtes initiateur du T-Battle qui est maintenant aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, qui est en Côte d'Ivoire en ce moment. Et cette année, on aura une finale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et le thème, c'est intégration et stabilité politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Merci d'être passé. Merci. Monsieur Piga Souleymane Yamego est le coordinateur national de l'association Perform, membre du Balai Citoyen, avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour cette session d'échange. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Canal 3. Au revoir.